Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition Bretagne et Pays de la Loire. Jetons tout d'abord un coup d'œil sur l'un des titres de l'édition nationale de 19h30. Condamnation unanime après le nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord, le 6e et cette fois-ci beaucoup plus puissant. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence. Mais avant le développement de cette information, plus près de nous, les enjeux de l'arrière-saison touristique. Si pour la plupart les congés d'été c'est terminé, ceux qui prennent leurs vacances en septembre sont attendus et chouchoutés par les hôteliers et restaurateurs, comme vous le verrez sur la côte d'Émeraude. Les oiseaux migrateurs scrutés pendant 3 mois par les bénévoles de la Ligue de protection des oiseaux en Vendée. Objectif, les recenser chaque jour afin de mesurer l'ampleur de la migration. Enfin, nous reviendrons sur le dernier jour du rallycross de l'Oéac en Ille-et-Vilaine. Sébastien Loeb a terminé sur la 2e marche du podium. Une de nos équipes a suivi Gaëtan Serrazin, le pilote breton de cette épreuve de championnat du monde. Il est originaire du pays de Redon. Direction tout d'abord le Conquet dans le Finistère où est arrivé ce matin un kayakiste polonais qui a traversé l'Atlantique durant 4 mois. 7600 km depuis New York et Alexander Doba, 70 ans, n'en est pas à son coup d'essai puisque c'est la 3e fois qu'il relève ce défi en solitaire. Maïna Sikarkraz et Julien Lebotte l'ont rencontré. Cela faisait 110 jours qu'il en rêvait. Ce matin, celui qu'on surnomme le Robinson Crusoe polonais est arrivé au Conquet. Il aurait dû accoster à Lisbonne, mais poussé par les vents du nord, il a préféré se laisser dériver jusqu'en Bretagne. Une traversée qui n'a pas été de tout repos. J'ai survécu à 4 grosses tempêtes. Et lors d'une de ces tempêtes, j'ai cassé mon gouvernail. L'expédition aurait pu s'arrêter là. Mais étant ingénieur mécanique, j'ai essayé de le réparer tout seul. Ça n'a pas marché, mais mon équipe à terre a contacté un bateau à proximité qui est venu m'aider. À 70 ans, Alexander Doba est le 3e kayakiste au monde à faire une transatlantique. Au total, ils sont 800 aventuriers marins à avoir traversé à la rame cet océan. Le premier étant Gérard d'Aboville en 1980, après 71 jours de navigation. Avant d'autres, comme Jo Le Guen, en 1990, venu saluer ce matin le marin polonais. Je tenais absolument à être là, par respect pour ce genre d'exploit, d'aventure humaine, demande engagement, détermination. Alexander Doba a perdu 11 kilos et a pris une dizaine de centimètres de barbe. Mais pour ses proches, le plus important, c'est qu'il n'a pas perdu son sens de l'humour. Qu'il pouvait son plus grand frayeur, c'est de rater en fait l'Europe, parce que l'Europe c'est tellement petit par rapport à l'océan. Prochaine étape pour celui qui a été élu en 2015 aventurier de l'année par le National Geographic, rédiger ses souvenirs de traversée. Ici avec moi. Fini les mois entiers de vacances. Aujourd'hui, les habitudes ont changé. On fractionne davantage ses congés et le mois de septembre reste un moment de l'année privilégié pour prendre du bon temps. Une période sur laquelle les professionnels du tourisme misent aussi beaucoup. Nicolas Dalaudier et Vincent Bars. 13 degrés, du vent, de la pluie et une plage déserte ou presque. Entre les averses, les courageux touristes venus visiter la cité corsaire ont échangé leur maillot pour l'impair et le parapluie. Ces touristes de septembre sont prêts à braver les intempéries pour éviter la foule et profiter de conditions préférentielles dans les hôtels. Ils nous ont surclassés en plus en arrivant là. Donc on a eu une très bonne nouvelle. Ils nous ont dit on vous surclasse. Chose qu'on n'aurait pas eu si on était en pleine saison. On a payé 50, on va dire entre 40 et 50 euros moins cher du prix habituel de l'achat en pleine saison. En effet, les professionnels l'ont compris depuis longtemps, il faut être capable d'attirer cette clientèle de l'arrière-saison qui représente une part non négligeable du chiffre d'affaires à l'année. Ça finit la saison, on attend beaucoup d'étrangers et le 3e âge, ça représente près de 15% de notre chiffre sur la saison. Si le profil des clients de septembre n'est pas le même que celui des juilletistes et des haussiens, les habitudes de consommation et la durée des séjours sont aussi très différents. Ils font la côte en fait, genre ils vont être hébergés à Saint-Malo ou pas très loin, ils vont faire les différentes villes, Dinan, Mont-Saint-Michel, Fréhel. C'est pas forcément des gens qui vont être là de la semaine comme en été. D'après le comité départemental du tourisme de Haute-Bretagne, le mois de septembre représente aujourd'hui entre 9 et 10% de la fréquentation touristique annuelle en Ille-et-Vilaine. Un chiffre en augmentation malgré une météo parfois capricieuse.
Un jeune Nantais grièvement blessé après des coups de feu hier soir dans le quartier des Dervalières. Une voiture et un 2 roues motorisés sont entrés en collision dans des circonstances encore floues. Au moins 2 types d'armes auraient été utilisés. Un tir de fusil a atteint au thorax l'un des passagers de l'automobile. Il s'agit d'un mineur. Un autre jeune a été secouru. Les auteurs des tirs sont en fuite et recherchés bien sûr par la police judiciaire. La migration des oiseaux, un phénomène toujours assez spectaculaire. Chaque année, depuis 1993, la Ligue de protection des oiseaux en Vendée procède à un comptage quotidien. Et comme les oiseaux, les bénévoles se relaient dans un balai très organisé. Et ce, quelle que soit la météo, jusqu'au 30 novembre. Reportage à l'Aiguillon-sur-Mer avec Thierry Poirier et Jean-Pierre Brénuchon. Tu peux mettre 5 bergeronnettes printanières. Tous les ans, ils attendent ce moment avec impatience. Et tu peux remettre 4 printemps. Le littoral atlantique est une des principales voies de migration en France. Certains oiseaux partent de Scandinavie pour rejoindre l'Afrique du Sud, là où l'hiver est moins rigoureux et la nourriture plus abondante. 10 000 km en 50 jours. Alors ici, sur la pointe de l'Aiguillon, on est aux premières loges pour observer les oiseaux migrateurs. C'est très agréable. En ce moment, il faut qu'on soit tous les matins un quart d'heure avant le lever du soleil, donc il y a toujours des très belles ambiances. En ce début septembre, ce sont les insectivores qui passent en premier, comme la bergeronnette ou l'hirondelle de rivage. C'est une petite hirondelle qui est plus courte que l'hirondelle rustique que tout le monde connaît, celle qu'on trouve dans les granges. Et on la reconnaît donc justement à sa forme un petit peu plus ramassée. Pour ce qui est de la bergeronnette printanière, en fait, c'est un oiseau qui est assez long, très jaune et qui a un petit cri assez typique. Le comptage est un exercice difficile car les oiseaux sont observés de loin. Alors il faut connaître parfaitement leur cri, leur plumage et leur vol, comme celui de ce balbuzard pêcheur que seul un spécialiste est capable de reconnaître. Ce matin, durant 5 heures, 800 oiseaux sont passés devant les jumelles des observateurs. C'est moyen. C'est moyen, on peut aller entre une petite dizaine d'oiseaux jusqu'à 20 000, 30 000 dans la matinée. Ça dépend vraiment des conditions météo. Et puis tout à coup, un vol d'échassiers passe au-dessus de nos têtes. 24 spatules blanches se dirigent vers le sud. Des oiseaux protégés car l'espèce est menacée. Elles vont rejoindre la côte atlantique africaine. L'hiver y sera plus doux. Clap de fin pour le rallycross de Loéac en Ille-et-Vilaine. Cette année, c'est le Suédois Johan Kristoffersson qui a remporté la 9e manche du championnat du monde devant Sébastien Loeb et sa Peugeot et surtout sous les yeux de dizaines de milliers de spectateurs qui ont bravé le mauvais temps. Gilles Raoul et Benoît Levaillant ont suivi le régional de l'étape Gaëtan Serrazin. À Loéac, tout le monde l'attendait, cette finale de la 9e manche du championnat du monde de rallycross avec ses grands noms du circuit, Loeb, Hansen, Kristoffersson. Et après les demi-finales engagées sous un temps de chien, ils se retrouvent tous une nouvelle fois sur la piste, comme le public qui a répondu présent, plus de 70 000 personnes ce week-end. Ah oui, c'est impressionnant, oui. Je suis le championnat de France, mais ça n'a rien à voir, quoi. Les structures, les autos, c'est autre chose. Par contre, pour le régional de l'étape, le Morbihanais Gaëtan Serrazin, champion de France 2015 en supercar, ses courses finies. Après 4 manches de qualification, il s'est fait sortir. La dernière manche sous la pluie avec Guerlain, on se touche un peu et ça m'envoie dans la boue et directement je suis éjecté dans le tas de pneus, dans le mur, quoi. Une déception pour celui qui a débuté la compétition ici à 17 ans alors qu'il n'avait même pas le permis. Aujourd'hui, ce pilote confirmé est préparateur de voitures de course. Il se faisait plaisir en courant cette manche de championnat du monde avec son équipe et il sait combien il est difficile d'accrocher les premières places. C'est assez inaccessible, on dira même que Volkswagen a pris même le dessus sur les autres constructeurs. Mais eux font que ça tous les jours, et les pilotes sont quasi professionnels. Moi, c'est vraiment mon loisir et mon travail la semaine, mais l'Oéac, c'est vraiment mon loisir. Le public, lui, garde les yeux rivés sur la finale. Super, mais un peu humide, mais vraiment plein de sensations. Une discipline impressionnante. Johan Kristoffersson s'offre son 4e succès de rang en World RX après avoir dominé Sébastien Loeb lors de cette finale. Et pour l'Oéac, c'est un véritable succès.
Également dans l'actualité sportive, les handballeurs nantais ont réussi hier soir l'exploit d'arracher le trophée des champions au Paris Saint-Germain. Les Parisiens détenaient le titre depuis 3 ans. Jérôme Soulard. Sourire, médaille et bras levés. Sacré début de saison pour les handballeurs du H. Vainqueurs hier soir du trophée des champions face à l'ogre parisien. 32-26, victoire logique et confortable face au collectif et à l'envie nantaise. Hier, les stars parisiennes n'ont pas existé. Ouais, on a fait un gros match parce que de toute façon, pour battre Paris, il faut faire un match pas loin d'être parfait. Donc voilà, on s'attendait à un match très très délicat et on a su élever notre niveau de jeu. Franchement, c'est une très très belle partie de notre part. C'est un titre honorifique, hein. On va pas s'enflammer avec ça quand même, il faut être sérieux. Mais c'est bien pour notre confiance et de montrer qu'on peut faire des bonnes choses. À 10 jours de la reprise du championnat, l'équipe est en place. Et en particulier le gardien Cyril Dumoulin, auteur d'une prestation époustouflante hier soir. 22 arrêts décisifs. Le trophée des champions, c'est le 3e titre de l'histoire du club. Une victoire qui donne des idées, bien figurer en Ligue des Champions et bousculer encore un peu plus la suprématie parisienne en championnat. Toujours attendrissante, la foire aux chiens de Guescélard dans la Sarthe avait lieu aujourd'hui. L'occasion de trouver son animal de compagnie auprès des 70 exposants présents. Des professionnels qui souffrent de plus en plus de la concurrence parfois déloyale de revendeurs dont la traçabilité des chiens est parfois douteuse. Morgane Trégouette et Willy Collin. Difficile de ne pas craquer, mais impossible de ramener tous ces chiots à la maison. Alors il faut choisir. Cette famille a déjà son idée sur la race. On a perdu notre chien il n'y a pas longtemps, c'était un chien de chasse, donc on est quand même à la recherche de la même race de chien, parce qu'on sait comment ça évolue avec les enfants. Tout chou. Mais acquérir un animal, ce n'est pas qu'un coup de cœur, c'est surtout des responsabilités et un budget à prévoir. Je vous attends vos photos. D'accord, il n'y a pas de souci. Rien qu'à l'achat, il faut débourser 600 € par exemple pour ce malinois de 4 mois. Là, il a 4 mois. 4 mois là 4 mois. Et c'est quoi comme race? C'est un petit caniche abricot. Il y a plein de façons de trouver un chien, tout à fait, oui, particulier, après dresseur, tout à fait. Et vous l'avez trouvé comment? Sur le bon coin. Dans ces foires aux chiens, les prix des éleveurs sont ceux du marché. Mais pour payer moins cher, de plus en plus d'acheteurs cherchent les bonnes affaires ailleurs, la plupart sur Internet. Donc nous, on est éleveurs, donc on sait que c'est de l'élevage, c'est marqué, on a des preuves, on va en donner aux gens. Par contre, il faut faire très attention aujourd'hui avec le trafic et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de marchands de chiens, et ça nous fait énormément de tort à nous, les éleveurs. La concurrence principale vient d'Internet. C'est pas un secret, et puis il ne faut pas aller contre l'évolution naturelle ou artificielle de la société, mais notre manifestation n'a plus l'entrain qu'elle avait à la fin, avant les années 2000. Quoi. La foire aux chiens de Guescélard est passée de 10 000 visiteurs il y a 20 ans à moins de 4 000 aujourd'hui. Rien que cette année, 2 foires aux chiens comme celle-ci ont disparu dans la région. Le château du Plessis-Bourré, près d'Angers, catapulté au temps des joutes médiévales. Le 3e tournoi de l'ordre de Saint-Michel a fait une fois encore la part belle aux reconstitutions de la vie au XVe siècle. Reportage de nos preux chevaliers Sandrine Gadet et Gwenaëlle Rier. Marc Hamel est un chevalier, un vrai, un de ceux qui mettent leur vie en jeu à chaque combat. Ce militaire en retraite a été récemment adoubé par l'ordre de Saint-Michel. Dans le monde, ils ne sont qu'une quinzaine comme lui à participer à des joutes équestres avec des lances réelles. Sa seule protection, c'est cette armure, 42 kilos d'acier, un mal nécessaire. Le poids d'une armure peut faire la différence entre être complètement déséquilibré et légèrement déséquilibré. Les lances sont très dures. Donc plus on a de poids, plus la répercussion de l'impact est transmise à travers l'armure. Donc si on est trop léger, ben, du coup on peut se faire facilement désarçonner. Cet après-midi, Marc va devoir affronter d'autres chevaliers émérites en lice. Des cavaliers hors pair qui, comme lui, ne sont pas là pour jouer ou faire semblant, mais bien pour montrer, à l'occasion de ce tournoi, leur bravoure et leur dextérité.
On recherche la belle performance, le beau geste et la courtoisie. Il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de scénario, c'était une compétition, comme à l'époque. Hein. Le but, pour nous, chevaliers reconstitueurs, c'est de s'immerger, d'essayer de sentir ce que ressentaient les chevaliers au XVe siècle. C'est vraiment le but. L'ordre de Saint-Michel, fondé en 1469 par Louis XI, a été réactivé il y a 3 ans. Il compte aujourd'hui 6 membres. La confrérie installée en Mayenne espère susciter les vocations et rallier d'ici quelques années d'autres preux combattants pour continuer à faire vivre la tradition chevaleresque. Un portrait à présent, celui d'un photographe plutôt habitué à tirer le portrait des autres. François Poivret a côtoyé de nombreux artistes comme le sculpteur César. Aujourd'hui, dans son atelier de Pompéan, près de Rennes, il s'applique à donner une atmosphère aux images urbaines. Gilles Raoul et Bruno Van Wassenov. Ici, on voit que la porte et la poubelle et les cheveux de la petite fille sont tout noirs comme du charbon de bois. Et on a éclairci en diminuant de la moitié du temps que la porte, la poubelle et les cheveux de la petite fille, ainsi que l'escalier de secours d'incendie. Voilà, c'est le portrait du bureau de poste et l'histoire du gars qui a adopté la petite fille. Ce dernier travail du photographe s'inspire du livre Brooklyn Follies de Paul Auster, une plume réputée pour ses atmosphères particulières. L'idée, c'est que quand je lis le livre, qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Voilà, c'est exactement ce que je vois. Connu pour ses portraits d'artistes, il entretient une relation complice avec le Quimpérois Jacques Villéglet, le seul artiste français à faire partie de la collection permanente du musée d'art moderne de New York. Mais pour déclencher, le photographe entretient un climat et une sérénité qui lui sont propres, comme avec le plasticien César. Eh bien, ce portrait de César a été réalisé ici, dans ce hangar. C'est un instant où il est en train de travailler. Et j'aimais bien parce qu'il n'y a aucun outil, il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas d'outil. C'est juste du portrait, avec ses lunettes qu'il avait faites faire avec des petits morceaux de sextant. À mi-chemin entre la photographie de rue et le portrait, l'homme a créé sa propre écriture photographique, comme ici, à Tokyo. Sans oublier les clins d'œil à Malevich ou Buren. Dans quelques instants, la couleur du ciel prévue demain, puis vous retrouverez Catherine Matoche pour le développement de l'actualité nationale. Et à la une ce soir, les condamnations unanimes après le nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord, le 6e et cette fois-ci beaucoup plus puissant. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence. Excellente fin de soirée à vous sur France 3 et à bientôt.